Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux, merci aux abonnés. On va dérouler un nouveau cycle. N'hésitez pas à liker, à commenter, pour partager. C'est ce qui va nous permettre de faire grandir cette chaîne au final. Et pour l'instant, bon visionnage et puis on commence comme d'habitude par les temps forts de la vidéo. Ça ne se voit pas tout de suite du tout, mais en revanche, en coulisses, c'est vraiment une grande souffrance déjà qui commence, avec beaucoup de rumination, d'obsession, de se demander à chaque niveau ce qu'elle a fait de mal et ce qu'elle pourrait faire de mieux. Pour se faire aimer, il faut pouvoir être parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire parfaite? C'est ça la question, d'accord? Bonjour, aujourd'hui j'ouvre un nouveau cycle dédié à la dépendance affective. Donc si vous n'avez pas vu celui sur les relations toxiques, je pense que ça devrait être intéressant pour vous, parce que si on est dans des relations toxiques qui s'enchaînent, c'est probablement parce que dans notre structuration, on est plus ou moins dans une forme de dépendance affective, et donc je vais déployer des vidéos pour que vous puissiez d'abord, si jamais vous vous interrogez sur ça, avoir peut-être des éléments de réponse, mais surtout aborder comment ça se manifeste, à quel moment ça devient compliqué, comment en sortir, quelles sont les origines de ça, et comment évidemment les issues, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est de se dire que si j'en parle, c'est parce que on peut faire quelque chose à ça. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose qui va évoluer du jour au lendemain, et probablement que vous avez déjà vu beaucoup de vidéos sur ce thème-là, mais voilà, moi je vais vous en parler comme je l'ai vécu à travers les patients, comme je l'ai vécu moi-même, et donc des clés vraiment, je pense, essentielles de dépassement, d'accord? Donc déjà, pour situer, je crois que c'est important de pas aussi non plus culpabiliser par rapport à ça. Il y a beaucoup de culpabilité en général quand il y a une prise de conscience que je suis dépendante affective. Ça résonne vraiment comme une faille. Je le dis, je l'ai déjà dit dans les vidéos, sincèrement. Enfin, il y a toujours des choses on peut pas grandir en totale harmonie dès le départ, dans un fonctionnement totalement adapté et arriver à l'âge adulte bien fait. Non, en fait, on a fait évoluer des choses, d'autres choses ont moins évolué, et donc notre responsabilité, quand on est conscient qu'il y a quelque chose à faire évoluer, c'est de continuer à faire développer ce qui a besoin d'être développé en soi, et c'est le travail d'une vie en réalité. Donc pas de culpabilité, pas d'étiquette, c'est juste vraiment pour vous donner une inspiration à faire encore autrement. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur avoir besoin de l'autre pour exister, avoir besoin d'être validé par l'extérieur. Ça ne se voit pas tout de suite du tout. En fait, au départ, tout roule, parce que justement, ce sont des enfants qui vont vers les autres, parce que comme ils ont besoin des autres, ils vont vers les autres, ils s'intègrent bien, c'est le bon copain, la bonne copine qui a m'aidé, qui est sage à l'école. Donc, mais déjà à la maison, depuis l'enfance, il y a quelque chose qui se met en place, mais ça, je l'aborderai dans la vidéo consacrée aux origines de la dépendance affective. Sage, qui fait ses devoirs, voilà, on est déjà dans quelque chose qui se veut parfait, en tout cas qui est idéalisé, c'est-à-dire que l'enfant a créé une image idéalisée de lui-même, et puis il va vraiment s'évertuer à être cette personne-là, qui a une forme de précocité comme ça qu'on voit chez cet enfant, qui va pas trop faire de bêtises,
lâcher-prise, qui va pas transgresser, qui va pas aller, chercher les limites chez l'adulte, il les connaît et donc il les respecte d'emblée, d'accord? Petit à petit, on entend là déjà dans l'adolescence un discours un peu anxieux dans les relations, c'est-à-dire que beaucoup de questionnements sur pourquoi cette personne m'a dit ça, pourquoi cette personne n'a pas répondu quand je l'ai appelé, des formes comme ça, d'effondrement comme ça, de remise en question de soi à travers une scène, une scénette même de non-validation totale, de non-réassurance. Et donc, c'est vrai que ce sont des relations qui vont être très problématiques de plus en plus, parce que, pas tant vis-à-vis de l'extérieur, alors parfois il y a une forme d'agrippement aux autres, et donc forcément les autres se distancent un peu, mais en général, la personne qui est dépendante affective, elle sait quand même, elle sait ne pas peser, mais en revanche, en coulisses, c'est vraiment une grande souffrance déjà qui commence, avec beaucoup de rumination, d'obsession, de pensée obsessionnelle autour d'une relation, de tout décrypter, de tout revisiter, de se demander à chaque niveau ce qu'elle a fait de mal et ce qu'elle pourrait faire de mieux, et puis évidemment, à un moment donné, une forme presque de paranoïa, dans le sens où, à force de chercher des signes de non-validation, elle va en voir partout, et donc ça va être de plus en plus compliqué de maintenir ces interactions avec cette bonne mine, bonne figure. La personne qui est dépendante affective est toujours très bonne figure, elle va jamais montrer ses émotions de vexation, elle va toujours essayer de reprendre le dessus sur ça, et puis quand elle rentre à la maison, c'est là où c'est l'effondrement. Alors si avec les parents il y a une bonne entente, il y a quand même beaucoup de conversations autour de ça, et s'il n'y a pas vraiment de communication, alors c'est une adolescente qui est déjà un peu prise par des humeurs de morosité, de dépressivité. Bon, on va dire que c'est un peu low dans l'adolescence, mais là on a quand même quelque chose qui touche essentiellement aux relations sociales, d'accord? Et puis évidemment il est hors de question de ne pas être inscrite dans un groupe, de ne pas sortir avec les copines, de ne pas être celle qu'on invite, c'est pas possible, c'est quelque chose de trop dur à vivre. Donc voilà, de l'extérieur vous voyez, c'est une enfant et une adolescente qui se portent bien. Et c'est ça en fait, c'est là où ça commence la souffrance, parce que il y a un décalage, vous voyez, de plus en plus grand entre ce qui est affiché à l'extérieur pour continuer à être validé, et ce qui est vécu à l'intérieur, c'est-à-dire petit à petit avec le temps, bien sûr, une estime qui se déprécie sans pouvoir être communiquée, parce que c'est porté avec beaucoup de... c'est comme un jardin secret, en fait, un vécu intérieur assez douloureux assez tôt dans la vie, finalement. Pour ce qui est des relations affectives, en général, ça va s'enchaîner. C'est une idée de validation. En fait, quand on a besoin d'une validation à l'extérieur, on a besoin de quelqu'un pour valider. Et donc, l'autre, très tôt, finalement, ne peut pas être rencontré pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut apporter en termes de réassurance. Vous comprenez que si le petit copain ne montre pas une attention ou ne valorise pas beaucoup cette personne, en fait elle va assez vite se sentir menacée d'être rejetée ou abandonnée ou quittée, et donc elle va souvent quitter avant que ça se produise. Et là on commence à créer une forme de pattern relationnel où on rentre de manière assez
assez ouverte, assez forte dans le lien pour, dès que ça montre des signaux de désintérêt ou de désinvestissement, selon la personne, hein, c'est pas du tout vécu comme ça par une personne qui aurait une sécurité intérieure. Eh bien, il y a une forme à ce moment-là de rupture du lien d'attachement, enfin déjà, et puis avec cette idée que bah oui, de toute façon c'est ce qui devait arriver. Vous voyez, donc il y a beaucoup de fausses croyances, mais ça tout le monde en a, hein, mais celles dans la dépendance affective sont très liées à l'abandon, au rejet, à de toute façon je ne plais pas, de toute façon je ne suis pas importante, de toute façon je n'y arriverai pas. Donc c'est ça en fait qui va être la grille de lecture de la réalité dans la dépendance affective, d'où une grande souffrance. Ce que j'entends souvent, c'est aussi dans l'intimité finalement. Il n'y a pas vraiment la possibilité de faire évoluer sa vie intime parce que on ne peut pas être en représentation et en même temps être dans le ressenti d'une expérience. Et donc il y a aussi là une habitude qui se prend de favoriser, en fait, de privilégier une représentation, en fait, de se mettre en scène. Alors c'est inconscient, encore une fois, mais on préfère plaire à l'autre plutôt que de vivre l'expérience. Ce qui est assez tyrannique dans la pensée d'une personne dans la dépendance affective, c'est le jugement. Le jugement est très prégnant, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui observent beaucoup, quelque part elles jugent, hein, mais c'est pas mal intentionné, c'est pour comprendre ce qui leur manque à elles, d'accord, pour pouvoir ne plus rater la cible, en fait. C'est toujours, en fait, ce sont des personnes qui deviennent expertes en comment devenir ce qu'on attend d'une personne au maximum, c'est-à-dire l'idéalisation, encore une fois. On est dans l'idéalisation d'une personne et donc on ne peut pas lâcher cette chose-là parce que dès le départ, on a appris, alors mal appris, mais on a appris, et encore une fois je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais que pour se faire aimer, il faut pouvoir être parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire parfaite? C'est ça la question, d'accord? Et c'est ça qu'on travaille en thérapie, c'est ça qu'on lâche petit à petit, mais on ne peut pas le lâcher comme ça. On s'est construit autour de ça, on a eu souvent beaucoup de bienfaits grâce à ça, des études, des bonnes études, des amis, voilà. Mais en réalité, l'estime n'a jamais été réconfortée. Voilà, ça reste une estime blessée en fait, et de plus en plus avec le temps. Il y a quelque chose aussi qui peut arriver, c'est de manière inconsciente toujours, une forme de sabotage dans la relation et les interactions avec autrui. Mais c'est vraiment le prisme dans la dépendance affective. Eh bien, il y a une forme de colère et de tristesse qui se met en place et ça peut amener à des disputes alors qu'il n'y avait pas lieu. En fait, à ce moment-là, dans la dépendance affective, il y a comme un test du lien. On va tester si le lien va survivre à nos attaques, vous voyez, et c'est quelque chose d'assez inconscient, mais après ça peut justifier le fait que voilà, dans cette dispute, j'ai dit ça et la personne ne m'a pas récupéré, entre guillemets, n'a pas fait en sorte que le lien survive. Donc c'est des tests évidemment qui sont, c'est pas censé justement faire survivre le lien, ça le détruit à ce moment-là assez violemment en général, et donc on attend d'une attaque violente une riposte de paix, et ça c'est une grande illusion qui ne fait que valider la croyance globale que ça va finir par s'arrêter. Vous voyez qu'il n'y a aucun lien qui dure, il n'y a aucune personne qui aime sincèrement ou qui l'aime sincèrement.
Il y a cette idée, je ne sais pas si vous le pressentez, d'escalade. C'est-à-dire que pour aller vers autrui, il faut un regain d'énergie, d'accord? Il faut pouvoir passer outre la dernière rupture, passer outre la dernière dispute qui s'est très mal vécue intérieurement, revenir sur la scène, faire comme d'habitude, c'est-à-dire voilà, cette bonne humeur, cet enthousiasme, cet élan pour les choses, cette capacité à organiser des choses, à fédérer même, enfin, vous voyez, tout ce jeu, ce vernis social hein, qui devient très bien fait en réalité. Et puis jusqu'à le prochain conflit ou la prochaine relation qui pose problème. Et puis là, il y a en même temps le retour violent hein, de cette réalité qui se représente encore et encore, ce mur hein, qui se met en place. Colère, déception, sentiment d'être trahi, encore une fois, vous voyez, et en même temps, ça, une forme d'autodépréciation, parce que dans la dépendance affective, oui, consciemment, on en veut à l'autre, mais en réalité, et pas si inconsciemment que ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? C'est ça. Hein, c'est ça qui fait mal en fait dans la dépendance affective. Je fais tout pour faire bien et pourtant ça ne fonctionne pas. Où est-ce que j'ai fait mal ? Et donc on va avoir des périodes qui oscillent entre un état d'enthousiasme, de bien-être, de bonheur, enfin une forme de quelque chose d'assez fort, d'assez euphorique, hein, parfois même, avec des moments d'abattement très douloureux, où se mêlent la colère, la tristesse, le questionnement sur soi et toutes ces ruminations dont je parlais tout à l'heure, et puis parfois une forme de retrait, hein, de retrait social parce que comme un animal qui a été blessé, le temps de récupérer un petit peu, d'accord ? Donc voilà, c'est pour ça que ce sont des personnes assez difficiles à cerner parce que elles montrent tellement une forme de confiance, de joie, voilà, ce sont des personnes qui sont très présentes socialement. Vous voyez, c'est pas des personnes timides, hein, en général, c'est rare quand même. Hein, en général, c'est vraiment tout est fait pour s'intégrer, pour être aimé, pour être entouré. Donc on le fait bien. Et en décalage total avec ça, de manière assez spectaculaire, une vie intérieure de doute, de questionnement, de je n'y arriverai pas, ça ne marche pas, j'ai beau faire, ça ne fonctionne pas. Alors quel est le lien justement entre relations toxiques et dépendance affective ? Eh bien, dans la dépendance affective, on est tellement occupé à être validé par quelqu'un qu'on ne peut pas rencontrer l'autre comme il est, on ne peut pas le voir. On est en train d'essayer de faire au mieux, donc on est en train de s'observer de comment on fait bien et comment améliorer ça, plutôt que aussi de voir à qui on a affaire. Et en plus, alors, et c'est là où on va aller vers le fameux duo empathe narcissique, parce que bon, dans la dépendance affective, je l'expliquerai, mais ce sont des personnes qui sont hautement empathiques. Elles ont développé une expertise là-dedans, d'accord ? Elles sont comme ça. Mais comme elles sont dans la dépendance affective, elles vont aller vers des personnes qui semblent justement avoir ce qu'elles n'ont pas et ce dont elles rêvent, c'est-à-dire la confiance. Voilà, la confiance intérieure. Qui affiche le mieux la confiance intérieure? Et donc de deux choses l'une, hein, soit elle tombe sur une autre personne dépendante affective, et ça peut fonctionner en réalité comme lien, ou elles peuvent aller vers des personnes
inverse, c'est-à-dire de type narcissique qui vont afficher une confiance mais qui n'ont absolument pas l'empathie. Voilà. Donc tant que dans la dépendance affective, on va aller rechercher quelque chose qu'on croit manquer, parce qu'en réalité, ces personnes-là ont beaucoup de qualités, énormément. Elles sont incroyablement appréciées, appréciables, mais c'est elles qui ne le voient pas, d'accord ? Et c'est là où on va pouvoir faire évoluer quelque chose, parce qu'il s'agit de le voir. Et ça peut prendre du temps, d'accord ? C'est pas évident. Ça a l'air simple, mais quand on est convaincu de quelque chose, quand on est dans une conviction inébranlable qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas aimable, on aura beau faire, on aura beau mettre des paillettes, le sentiment persistera. La croyance, le ressenti persisteront. Mais il y a des moyens évidemment de faire évoluer ça. C'est donc quelque chose qui est amené, d'accord, à être dépassé dans la vie, dans l'évolution d'une vie. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.